Merci de me rejoindre sur cette vidéo. Alors celle-ci s'appelle Introduction à la phonétique anglaise. La phonétique, c'est avant tout une science qui étudie les sons utilisés par une langue, et ça peut être un petit peu ennuyeux, comme la grammaire, ça peut être surchargé en termes techniques, et ce qui est intéressant si on est un linguiste, mais ce qui est pas intéressant si on veut juste apprendre à s'en servir. Donc mon but, vraiment avec cette vidéo, c'est de vous donner des pistes utilisables pour améliorer votre anglais oral, et surtout pour que vous gagniez en confiance au niveau de votre anglais oral. J'ai pas encore l'habitude de faire des vidéos comme ça avec des diapositives, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez quand vous en avez l'occasion. Et puis je vais essayer d'utiliser un ton détendu, je vais essayer de vous présenter ça comme si je le présentais à un ami. Alors, pourquoi la phonétique? Alors, j'ai noté 3 facteurs qui permettent d'être en confiance à l'oral, et le fait d'être certain d'avoir raison, sur le fond, et aussi sur la forme. Vous avez certainement déjà tous eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était persuadé d'avoir raison, même s'il avait tort. Et alors, s'il avait tort, ça fait de lui un idiot, mais le fait d'être convaincu d'avoir raison comme ça, au moins on peut dire que ça lui donnait confiance. Et alors, il y a deux manières d'être en confiance, quand on est sûr d'avoir raison. Il y a le fait d'être sûr qu'on a raison sur le fond, le fait d'être sûr qu'on a raison sur la forme. Les deux sont importants. On peut avoir des choses super intéressantes à dire, si on ne sait pas comment les dire, c'est perdu. Et j'aurais tendance à dire que le fond est plus important que la forme. C'est plus important de lire un livre intéressant que de lire un livre qui a juste une jolie couverture. Mais en langue vivante, c'est pas toujours aussi simple, et la forme sera parfois plus importante que le fond. Parce que si vous avez, comment dire, si vous hésitez sur ce que vous avez à dire, peut-être que vous avez du mal à trouver le mot juste, ou que vous n'êtes pas certain de la forme à utiliser, de la structure de phrase à utiliser pour ce que vous voulez dire, mais qu'en plus vous n'êtes pas certain de la forme, c'est impossible de faire passer votre message. Vous êtes au moins certain d'avoir raison sur la manière dont vous dites l'anglais, c'est à ce niveau-là que je parle de forme. Si vous êtes au moins certain d'avoir raison là-dessus, ce sera plus facile de vous concentrer sur les mots que vous voulez employer et sur la manière dont vous voulez le dire. C'est-à-dire que la phonétique, tout simplement, si vous êtes certain de la manière dont vous prononcez les choses, et bien déjà ça va vous faire gagner pas mal en confiance. Et ça, par quoi ça passe? Ça passe par le fait de savoir ce qu'on fait, savoir ce que l'on fait. Ça signifie être précis. Je vais vous donner des exemples dans un instant, sur la diapositive d'après, mais être précis, ce sera savoir comment précisément produire un son. Je vous donne des exemples vraiment dans un instant. Et le dernier facteur qui permet d'être en confiance à l'oral, le dernier facteur, c'est la pratique. Alors, la pratique, ça peut être un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué, ou si vous pratiquez très rarement, à ce moment-là, c'est naturel d'avoir des doutes. À l'inverse, si vous pratiquez souvent, l'idéal étant de pratiquer au point où, quand vous parlez en anglais, vous n'y prêtez même plus attention. C'est devenu tellement habituel de parler anglais que vous ne réalisez pas que vous êtes en train de changer de langue quand vous vous mettez à parler dans cette langue-là. À ce moment-là, c'est un cercle vertueux. Les deux éléments que je viens de citer, être certain d'avoir raison sur la forme et être précis, vont vous encourager à pratiquer. Et c'est ça qui permet d'enclencher le cercle vertueux, justement. Ensuite, la phonétique. La phonétique, qu'est-ce que ça permet? Donc, ça permet de ne plus stresser à l'oral, avec ce que l'on vient de voir. Et c'est un très bon moyen d'explorer de nouveaux sons, aussi bien au niveau de la réception, c'est-à-dire de l'écoute, au niveau de la production, c'est-à-dire aussi bien pour articuler, pour prononcer de nouveaux sons. Alors, qu'est-ce qui permet vraiment d'articuler de nouveaux sons? Alors, c'est quelque chose de tout simple. C'est presque un secret parce que personne n'en parle alors que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Tout le monde peut prononcer correctement l'anglais. Et la raison derrière ça, c'est que la clé pour prononcer, c'est simplement d'utiliser ses muscles. La clé pour prononcer correctement l'anglais, c'est juste d'utiliser ses muscles. Ça va correspondre avec les différentes parties de ce qu'on appelle l'appareil vocal, en gros la bouche et la gorge. Et on va voir ces parties dans un instant. Et ces muscles qu'on utilise tous au quotidien pour parler français,
et on le fait tellement couramment qu'on n'y réfléchit pas. C'est naturel. Pour apprendre une nouvelle langue, ce sera intéressant de commencer à servir de ces parties de sa bouche et de sa gorge consciemment pour, en quelque sorte, se réadapter à leur utilisation et surtout apprendre à faire de nouvelles choses, c'est-à-dire à faire de nouveaux sons. Vous apprenez à vous servir de vos muscles d'une nouvelle manière, vous pouvez les placer à de nouveaux endroits, et vous pouvez prononcer de nouveaux sons, et vous pourrez prononcer l'anglais. Alors là, vous peut-être que c'est bien joli, ça, pour aider à parler. Comment est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à entendre l'anglais? C'est-à-dire qu'il y a certains sons qui existent en anglais et pas en français. Comment on fait si on n'arrive pas à les entendre? En sachant que ça, c'est également important à garder en tête, on peut prononcer que les sons qu'on arrive à entendre. Prononcer correctement l'anglais, il faut déjà l'entendre correctement. Et alors, de travailler sur les muscles, ça permet, en faisant un travail relatif, c'est-à-dire concrètement en comparant les nouveaux sons anglais à des sons que vous connaissez déjà en français, en situant chaque son anglais entre deux sons français, vous allez apprendre à les situer, et si vous les entendez pas tout de suite correctement au début, au moins ça vous permet de cerner votre travail et de savoir à peu près entre quels sons les sons que vous essayez d'entendre sont situés. Donc d'essayer d'écouter et de situer ces sons au niveau de la prononciation, de savoir comment vous êtes censé les prononcer, va aussi vous aider à mieux les entendre en comparant avec le français. Alors, je vous donne deux exemples. Alors, prenons le mot love. Le mot love, ça a beau s'écrire avec un O, ça se dit pas love. C'est pas le O français. À la place, ça utilise, je vous ai indiqué le symbole sur la diapositive. Love, c'est un. C'est un son qui se situe quelque part entre le A et le mot et le O. Entre le A et le O. C'est pas un son qui est aussi haut dans la bouche que le O de sort, c'est un petit peu plus bas. Love, love. Un autre exemple, c'est un des sons de TH. Il y a deux sons qui s'écrivent TH en anglais. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux. Et je vous en ai mis un des deux ici, le the, that. À ce niveau-là, vous en avez peut-être déjà conscience, c'est un son pour lequel il faut placer la langue entre les dents de devant. C'est pas comme le se, comme snake. C'est un son évidemment qu'on a aussi en français. Dans snake, le S, c'est un son où la langue se situe avant les incisives. La langue reste vraiment dans la bouche. Ce the, le that, la langue dépasse un petit peu ou se situe au moins entre les dents de devant. Entre les incisives du haut et du bas. Ce sont des exemples du fait que ce soit un travail sur les muscles. Apprenez à mieux vous servir des muscles de votre bouche et vous allez apprendre à prononcer l'anglais. Alors l'appareil vocal, qu'est-ce qu'on a dedans justement? Alors, on a la bouche. Donc la bouche peut être plus ou moins ouverte ou fermée, ce qui fait que le son naîtra plutôt vers le bas de la bouche ou vers le haut de la bouche. C'est une vidéo que je veux garder en dessous de la limite de 10 minutes. Donc, je ne peux pas tout courir en détail. La bouche, donc, il y a le fait qu'elle soit plus ou moins ouverte. Il y a aussi le fait que les sons naissent plus ou moins vers l'avant ou vers l'arrière de la bouche. La langue, est-ce qu'on place la pointe de la langue plus ou moins vers l'avant ou vers l'arrière de la bouche et plus ou moins vers le palais ou vers le bas de la bouche? C'est vrai pour la pointe de la langue, c'est vrai aussi pour le dos de la langue. Il y a plusieurs manières de se servir de sa langue. Les lèvres, est-ce que les lèvres sont arrondies, comme dans le E de œuf, ou est-ce qu'elles sont détendues? Les cordes vocales, est-ce qu'elles vibrent ou est-ce qu'elles ne vibrent pas? La glotte, c'est l'entrée de la gorge, la glotte. C'est là que naît le son E, comme dans hello. Et puis on a la luette, c'est l'appendice en forme de cloche que vous avez à l'entrée de la gorge. Alors voilà pour une vue d'ensemble de l'appareil vocal. Prendre conscience de ces différentes parties, apprendre à vous en servir différemment, va vous aider à mieux parler anglais. Et alors, de manière plus vaste, qu'est-ce que c'est la phonétique? Alors la phonétique, c'est 4 choses. C'est la prononciation, qu'on peut surtout voir comme le fait d'articuler. C'est des exemples que je viens de vous donner. Où est-ce qu'on place la langue, comment est configurée la bouche.
à quel endroit de la bouche ou de la gorge naît le son. Et puis il y a l'accentuation, c'est-à-dire l'accent tonique, sur quelle syllabe on insiste, et aussi sur quel mot on insiste dans une phrase. La manière d'accentuer en anglais, ça va être de dire une syllabe, la syllabe accentuée, avec plus d'intensité et plus longtemps que les autres syllabes. C'est-à-dire qu'en anglais, on a deux types de syllabes. On a les syllabes accentuées et les syllabes non accentuées. Les syllabes accentuées se distinguent vraiment, et les syllabes non accentuées sont dites faiblement, on les entend moins, et on les entend moins nettement. C'est-à-dire que le volume est plus faible, mais aussi, c'est des sons moins distincts. Ensuite, on a le rythme, qui est vraiment lié à l'accentuation. En français, on accentue, et le rythme va sur chaque syllabe. Ça donne une musique particulière au français. En anglais, certaines syllabes sont accentuées, et le rythme va d'une syllabe accentuée à une autre syllabe accentuée. Ça donne vraiment un rythme différent. Un exemple tout simple, enfin, un exemple tout bête, c'est une phrase qui contient toutes les lettres de l'alphabet. The quick brown fox jumps over the lazy dog. C'est surtout des mots d'une syllabe. C'est pas le meilleur exemple. Prenons un autre exemple. Politics. Politics. L'accent est sur la première syllabe, politics. Maintenant, prenons un mot de la même famille, political. L'accent est sur la deuxième syllabe. Si vous écoutez political, alors que dans politics, sur la première syllabe, on a un O, parce qu'elle est accentuée. Donc, political. Le O qu'on écrit dans political, on ne le prononce pas, on prononce un E, political, pas political, political. Et les accentuations comme ça, dans une phrase, vont sauter d'une syllabe accentuée à une autre syllabe accentuée. Enfin, on a l'intonation, est-ce que la voix monte ou descend sur certains mots ou sur certaines parties de la phrase. Le plus important dans tout ça, ce sera de travailler la prononciation en premier, parce que c'est ça qui permet de faire les plus gros progrès pour parler en anglais. Et ensuite, ce sera évidemment très intéressant de travailler l'accentuation, le rythme et l'intonation aussi, parce que ça vous permettra de passer pour un natif bien plus facilement que si vous n'avez qu'une prononciation correcte. Sur certains mots, d'accentuer la mauvaise syllabe aussi fera que vous êtes compris. Si vous accentuez la mauvaise syllabe en anglais, vous risquez de ne pas être compris. Et alors, les sons anglais qui n'existent pas en français, alors, on en fait le tour. On a he comme dans hello, re comme dans run, the comme dans thing, the comme dans that, comme dans love, comme dans would, comme dans bird, et comme dans fit, comme dans cat. Puis on a les diphtongues. Les diphtongues, c'est un mélange de deux voyelles. Par exemple, oi comme dans boy, ou I comme dans die. On commence sur une certaine voyelle, A, on finit sur une autre, E, I. Alors, cette diapositive, aussi simple qu'elle puisse paraître, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé voir quand je me suis mis à l'anglais il y a longtemps, à l'école, parce que, voilà, tout simplement parce que ces sons-là n'existent pas en anglais, et on peut pas vraiment deviner qu'ils n'existent pas en français. C'est donc essentiel de les connaître. Si vous vous mettez à étudier et apprendre à prononcer, si vous apprenez comment prononcer chacun de ces sons, ce sera beaucoup plus facile de l'entendre, de l'articuler, et puis les natifs vous comprendront tout simplement. Si vous utilisez un son français à la place d'un de ces sons-là, vous n'allez pas être compris. Voire très très difficilement, mais vous pouvez, n'espérez pas trop. Pensez que si vous utilisez le mauvais son, vous n'allez pas être compris. Alors, quoi d'autre sur les sons anglais? Alors, les symboles qui étaient sur la diapositive précédente sont pris de l'alphabet phonétique